Très bien, bonjour à tous. Bienvenue à notre webinaire consacré à la résilience économique européenne. Titre un petit peu ambitieux, très ambitieux, mais en même temps, la construction européenne n'est-elle pas ambitieuse en tant que telle? Ce webinaire s'inscrit dans une série de webinaires pour ceux qui n'auraient pas encore suivi, qui a commencé en avril dernier. Voilà, donc nous avons décidé de garder cette bonne habitude de confinement, de vous faire part des travaux et des études d'Europa Nova régulièrement, plus régulièrement, en ligne. Et parmi les projets dans lesquels Europa Nova s'est impliqué très intensivement depuis bientôt 4 ans maintenant, c'est le projet de Code européen des affaires. Alors, la crise pandémique de ces derniers mois nous a fait prendre conscience de beaucoup de choses à tous et à nos représentants en particulier. C'est-à-dire que l'Union européenne est un marché qui donne envie globalement. C'est un marché qui est bien placé sans rentrer dans des considérations chiffrées tout particulièrement. Mais on s'est quand même rendu compte qu'il y avait quelques manques, quelques ratés par rapport aux autres champions de l'économie mondiale. Alors, dans quelle mesure est-ce que, vous allez me dire, comment est-ce qu'un projet de Code européen des affaires pourrait venir apporter des solutions à cette crise, un peu, cette souveraineté économique qu'on recherche? Eh bien, c'est l'objectif de notre webinaire, et donc d'avoir invité Valérie Gomez-Bassac, qui est donc députée à l'Assemblée nationale élu du Var, le professeur Heribert Hirte, qui est donc député au Bundestag et qui siège aussi à l'Assemblée franco-allemande, et Christoph Roth, qui est le représentant permanent du Land de la Sarre auprès des institutions européennes à Bruxelles. Voilà. Alors, pour les gens qui nous connaissent, ce Code européen des affaires, c'est donc quelque chose que nous promouvons régulièrement pour un marché unique plus inclusif, plus compréhensif. J'en profite au passage pour remercier la Fondation Friedrich Naumann, qui est présente avec nous depuis plus d'1 an sur ce projet-là, et qui est donc tout à fait représentative de cette société civile allemande, particulièrement impliquée dans l'objectif de donner corps à nos relations franco-allemandes, dans un objectif de bonne coordination européenne, j'insiste, j'y tiens. Alors, j'ai commencé avec des considérations assez internationales, mais finalement, ce qui nous importe dans la bonne santé du marché unique, c'est d'abord son utilité en matière territoriale. Dans quelle mesure est-ce que la bonne santé du marché unique représente une priorité dans le cadre de votre mandat électoral, dans le cadre de vos implications en tant que député, mais aussi en tant que juriste et maître de conférences en droit des affaires tout particulièrement, et votre action encore plus particulière auprès des PME. Alors bonjour à tous et puis merci pour cette invitation. Alors je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Valérie Gomez-Bassac, je suis élue dans le Var, sur la 6e circonscription du Var, et donc élue à l'Assemblée nationale, qualité de députée, où je suis à la commission éducation affaires culturelles et à la commission des affaires européennes. J'ai eu un engagement très fort vis-à-vis de l'Union européenne dans ma vie professionnelle, donc avant d'être députée, puisque je suis enseignante à l'Université de Toulon, je suis maître de conférence et j'étais également avocate. Donc, j'ai beaucoup travaillé le droit des affaires, mais également le droit européen des affaires.
Je me suis intéressée à de nombreuses notions, à la société européenne, au projet qu'il y avait eu également d'une société privée européenne. Je m'étais intéressée à la délimitation du marché pertinent, donc toutes les implications en termes de concurrence. Et je me suis rendu compte que finalement, cela manquait de dynamisme et on n'arrivait pas à mettre en pratique finalement ce que nous souhaitions tous pour l'Union européenne, pour une véritable union économique. Je me suis également rendu compte que au niveau des entreprises et des PME que j'ai dans le Var, il y a une forte attente, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise sont prêts à aller en Italie, en Espagne, dans d'autres États, mais c'est trop compliqué au niveau des conditions à remplir, l'accès à l'information, les structures qui sont différentes d'un État à l'autre, des règles juridiques différentes, plus des règles sociales, fiscales. Alors finalement, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a pas véritablement un marché économique unique, mais des marchés économiques nationaux. Donc, dès que je suis arrivée à l'Assemblée, j'ai travaillé donc, dans différents États membres. D'abord sur le premier rapport, qui était le rapport sur les consultations citoyennes pour la refondation de l'Europe, où j'ai vu dans ce cadre-là déjà beaucoup de chefs d'entreprise qui m'ont fait part de leur attente et de leur espoir et de l'envie que cette union aille plus loin. Comme le dit le président de la République, il faut une Europe qui soit peut-être plus solidaire, plus unie et plus forte. Et il faut assumer d'aller aujourd'hui plus loin. Donc, j'ai eu un second rapport qui m'a été confié par le Premier ministre sur l'opportunité de l'élaboration d'un code européen des affaires. J'ai donc travaillé pendant 3 mois sur ce sujet en allant dans différentes étapes. Je me suis rendue donc en Allemagne, en Italie, en Irlande, il m'en manque, ça va me venir, et en Hongrie. Et donc, j'ai pu entendre les attentes et les espoirs de certains et les craintes aussi d'autres personnes. Et donc, j'ai fait ce rapport. Donc, je vais juste vous en donner les grandes lignes parce que je pense que le plus intéressant après, c'est de me poser des questions. Je me suis rendu compte que le terme de Code européen des affaires, parfois, pouvait faire peur ou au contraire rassurer. Donc déjà, il faut expliquer que la volonté, c'est d'avoir des outils, des instruments communs. Pour moi, c'est vraiment, vraiment essentiel. Il ne s'agit pas de toucher à nos droits, à nos codes civils, à nos droits des obligations, mais plutôt d'agir au départ, en tout cas, sur les contrats spéciaux. Donc, ce que j'ai proposé, ce sont 3 phases. La première phase consiste en fait à réunir l'existant, parce qu'on sait qu'il y a eu une prolifération de textes épars et on a du mal à avoir accès à l'information. Donc, première étape, rassembler les textes qui ont été adoptés au niveau européen. Dans un second temps, voir les matières, les domaines sur lesquels on peut agir sans bouleverser nos droits nationaux, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui aller beaucoup plus loin en droit des sociétés, on peut aller beaucoup plus loin en entreprise en difficulté, on peut aller beaucoup plus loin en droit de la distribution, mais on sait d'ores et déjà qu'en droit social, en droit fiscal, ce sera un peu plus difficile parce que les attentes sont différentes. Donc, il faut le faire, mais il faut, je pense, aller par étapes. Et pour avoir le moyen d'agir plus rapidement, j'ai proposé une 3e étape qui est en fait de dire bon, il faut créer une forme juridique qui sera communément admise parce que la société européenne finalement est à destination que des grandes entreprises. Donc trouver une structure juridique plus souple et dès lors que cette structure juridique serait adoptée par un acteur économique, cela lui permettrait d'avoir accès à différents contrats. Un contrat de bail, un contrat de prêt, un contrat d'assurance, un contrat de vente. Et où que cet acteur économique se trouve en Europe, c'est-à-dire qu'il soit en Italie, en France, en Hongrie, eh bien, il aurait le même package avec les mêmes règles. Pourquoi j'ai proposé cette 3e solution? Parce que si elle s'avère être efficace, si elle fonctionne, si les acteurs économiques s'emparent de cette possibilité-là, eh bien, très vite, ça nous obligera tous d'adopter des règles communes et donc d'aller vers ce code européen des affaires. Mais comme vous le voyez, je parle vraiment de la pratique et des attentes. Aujourd'hui, l'attente d'une entreprise, c'est de pouvoir travailler vite et bien sur un territoire.
Et donc, il faut lui donner les moyens en créant une sécurité juridique. Parce que bien souvent, c'est cette sécurité juridique ou cette absence de sécurité juridique qui fait peur, parce qu'il y a la barrière de la langue et éventuellement les barrières juridiques que l'on peut rencontrer parce qu'on n'a pas tous la même approche des différents droits. Donc, j'ai fait cette proposition. Ces 3 étapes peuvent être commencées simultanément, c'est-à-dire qu'on peut très bien, l'association Henri Capitan et la Fondation du droit continental ont avancé d'ailleurs sur cette thématique-là, c'est-à-dire d'essayer de compiler l'existant et de travailler également sur certains pans du droit. Vous également, Panouva, vous êtes très actifs en la matière sur différentes thématiques, notamment qui touchent le droit de la concurrence, etc. Donc, je pense que tous ensemble, en se réunissant et en travaillant sur ces 3 étapes, on peut avancer et surtout, et c'est ce que je dis dans mon rapport, en intégrant tous les acteurs. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas que ce soit que la chose des juristes. Je suis juriste, hein, donc ce n'est pas une critique, mais il faut une complémentarité entre nous tous. Il faut également des économistes, il faut également des chefs d'entreprise, parce que qui mieux que les chefs d'entreprise qui peuvent nous conseiller sur ce qu'il faut et sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et évidemment, les think tanks qui ont depuis des années travaillé sur ces thématiques-là, et voir également donc, au niveau des politiques, parce qu'après, il faudra que ce soit porté. Parce qu'il y a des choses que l'on peut porter au niveau national, mais il y a d'autres choses que l'on doit porter au niveau européen. Donc, voilà un peu une ébauche du travail que j'ai fait, sans aller dans le fond du droit, mais uniquement en mettant en perspective différentes possibilités qui peuvent être travaillées simultanément. Voilà, je vous remercie. Merci, merci beaucoup Valérie. Effectivement, c'est-à-dire donner du sens à cette union, aussi par le prisme du marché, c'est-à-dire permettre cette bonne coordination entre les différents acteurs. On ne peut pas tout attendre de la Commission européenne, on ne peut pas tout attendre des processus institutionnels. Je pense que ça, beaucoup de gens l'ont compris. Donc, rendre visibles ces rencontres, ces réflexions, comme vous l'avez dit, avec l'association Henri Capitan, l'association de la fondation pour le droit continental, l'association pour l'unification du droit en Europe avec son pendant allemand, c'est-à-dire que c'est cette réalité à la fois franco-allemande et à la fois de terrain. Christophe, je reviens sur ce que je vous demandais tout à l'heure. Désolé. Bonsoir à tous. Quid de ces… Alors, on a le point de vue des entreprises françaises avec lesquelles Valérie Gomez-Bassac a pu échanger avec leurs représentants, et au niveau des entreprises allemandes, et en particulier de ces entreprises dans les zones frontalières, puisque les zones frontalières, a priori, sont celles qui commercent le plus avec l'État voisin, et peut-être même plus qu'avec d'autres lenders, non? Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter à ce sujet? Oui, tout d'abord, vous pouvez tous vous imaginer que je regrette vivement de ne pas pouvoir vous saluer ici dans notre représentation à Bruxelles, qui se trouve en fait dans une maison commune avec notre région transfrontalière, nos amis du Grand Est en fait. À titre d'illustration, peut-être tout bref, en ce qui concerne d'abord, premièrement, cette discussion sur l'Europe, sur l'avenir de l'Europe, sur le cadre nouveau du financement de l'Union européenne, qu'on est pleinement dans ces temps maintenant. Il me semble parfois qu'on court un certain risque. Et le risque consiste dans la réduction de cette discussion des besoins que l'Europe a dans ces temps à des discussions sur le montant des sommes financières par les uns, pris par les autres, la dimension des projets comme le MFF, comme Recovery, comme Next Generation EU et toutes ces programmations, ils sont absolument extrêmement importants pour faire sortir l'Europe de la crise Covid-19. C'est évident, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais
le risque qui consiste dans cette discussion, c'est d'oublier un peu cette dimension du marché unique, du fonctionnement du marché unique et des dysfonctions du marché qu'on avait même avant la crise Covid-19. Si vous regardez par exemple les déséquilibres qu'on a dans la zone euro, les différences augmentant entre les pays, même sans avoir cette connexion avec cette crise historique qu'on vit maintenant et qui n'est pas du tout finie. On remarque, peut-être c'est un peu ma thèse à moi, ces distorsions, ces problèmes, comme dans un prisme dans des régions frontalières, et en plus, surtout dans la mienne, par exemple. On le remarque dans l'échange quotidien avec nos partenaires, pas seulement le Grand Est, mais aussi avec le Luxembourg. Je ne peux pas parler aujourd'hui des problèmes qu'on avait entre les frontières pendant toutes les mesures qu'on avait. Mais on le remarque dans l'échange qui se montre surtout dans le secteur des PME, des entreprises qui travaillent par exemple à Saarbrück, qui doivent se déplacer assez souvent en France. Il s'agit des dimensions de la bureaucratie, des problèmes langagiers, c'est évident. Et c'est absolument vice-versa. Je dirais pas le rêve, c'est pas un rêve, c'est un but qui est important pour nous de jouer cette espèce d'une Europe nouvelle qui vit cette crise avec l'effet d'améliorer vraiment les structures. Et les structures, c'est surtout cette structure juridique qui facilite l'échange entre les pays d'une manière qui, et c'est l'essentiel aussi du code, et ce que je trouve extrêmement intéressant au projet que Madame la députée le présente, c'est l'intégration des besoins concrets des entreprises. C'est pas ce système politique de se poser d'abord la question où est-ce qu'on veut aller, quelles sont les grandes lignes, mais de commencer bottom-up, de mener cette discussion avec les entreprises et avec aussi, et j'en suis très très reconnaissant, aussi avec des régions, aussi avec ma région à moi. Je peux déjà vous assurer que pas seulement des grands événements aujourd'hui, comme la prise de présidence de l'État fédéral, mais aussi notre grand honneur d'avoir pris aujourd'hui la présidence de la conférence des ministres des Affaires européennes. C'est la SAP aujourd'hui qui a commencé. Je peux déjà vous assurer, monsieur le député, madame la députée, qu'on va porter cette discussion sur le Code européen des affaires chez nous à Saarbrück, mais aussi on se revoit aussi à Berlin. Merci tout d'abord. Parfait. Professeur Hirt, merci de nous avoir rejoints pour ce premier jour effectivement de la présidence de votre fédération allemande au Conseil. De votre point de vue, donc, en tant qu'élu au Bundestag, mais surtout en ce qui nous concerne siégeant à l'Assemblée franco-allemande, on a vu, hein, on a des considérations territoriales. Vous avez sûrement quelques points à soulever à ce sujet. Mais ce qui est intéressant dans le cadre de cette présidence et dans le cadre aussi du traité d'Aix-la-Chapelle, bien sûr, de la création de cette assemblée, trop peu encore promue d'ailleurs. D'après vous, quel rôle peut-elle jouer dans ce renouveau de l'Union, du marché unique, et donc dans quelle mesure elle va pouvoir constituer une institution entre guillemets, mais j'avoue que si elle peut avoir un vrai statut d'institution, je pense que nous serions beaucoup à en être satisfaits pour porter les valeurs du Code européen des affaires et tout ce que ça implique quant au rapprochement des institutions avec nos entreprises et en particulier les petites. Bonsoir à tous. D'abord,
et merci pour l'invitation de participer à ce webinaire. Et je voudrais bien m'introduire un peu pour commencer. Je suis, comme vous avez dit, membre du Parlement, du Bundestag, du Parlement allemand. Je préside maintenant le comité de justice et de la consommation de la protection des consommateurs. Je préside le sous-comité sur le droit européen et surtout, je suis un membre de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Dans cette assemblée, on a constitué récemment à Strasbourg, il y a quelques mois, un sous-comité spécialisé pour le développement d'un code européen des affaires, pour une coopération, pour un code franco-allemand surtout, pour le beginning, pour le début, avec le goal, comme a été précisé de Valérie, de rapprocher plus les deux économies de nos deux États, parce qu'on a vu que la coopération et la coordination des droits différents des affaires, surtout par les directives européennes, n'était pas si parfait que le marché unique fonctionna dans la mesure nécessaire pour les entreprises et les consommateurs. Il y a des grandes boules qui sont ouvertes et qu'il faut trouver. Il y a des conflits qui ne sont pas résolus dans les directives. Et ça, c'est un des buts que j'ai dans les prochaines mois, d'établir d'abord un groupe de discussion sur les possibilités de rapprocher les deux systèmes de droit. Ça veut dire de parler avec vous, de parler avec la société Henry Capiton et d'arriver jusqu'à septembre de l'année prochaine, parce que ça seront les prochaines élections du Bundestag, à un document qui établit un état commun des problèmes et des solutions. Et ça veut dire qu'il faut coordonner notre travail avec les experts en droit économique, et aussi, parce que ça n'était pas mentionné encore, en droit de la faillite. La faillite est un problème pour nous en Allemagne, parce qu'on pense que c'est seulement le droit de la procédure. Montre pour les Français, c'est une part de le droit des affaires. Ça, c'est un des problèmes de la coopération. Pour moi, c'est important de concentrer aussi et de coopérer et d'harmoniser aussi le droit de la faillite, d'établir le forum pour la coopération et d'arriver à un statut, à un code préliminaire ensemble. Cette idée n'est pas exclusive. Nous travaillons entre la France et l'Allemagne, entre les deux parlements. Mais par exemple, parce que Valérie l'a nommé, l'Italie et l'Hollande peuvent facilement participer. Et comme j'ai dit à Strasbourg, à l'occasion de l'introduction et à l'occasion de l'établissement de notre comité, nous ne sommes pas exclusifs, mais intégratifs pour tous. Mais nous, les Français et les Allemands, ont le pouvoir et le désir d'avancer comme les premiers pour montrer dans ce temps compliqué que l'Europe a le pouvoir de découvrir et d'établir de nouvelles structures pour les citoyens en Europe. Ça, c'est l'idée. Et ça, c'est pour un parlementaire toujours le problème qu'on a en date définitive jusqu'à ce qu'on doit arriver à une solution. Et ça, c'est le septembre. Je suis absolument sûr que jusqu'à là, on n'aurait pas un projet en loi complète, mais on peut arriver à une loi qui
discute les problèmes, qui montre les problèmes et les problèmes qui n'étaient pas solus dans les directives. Pour moi, il est important de discuter le projet aussi avec les stakeholders, ça veut dire avec les représentants des affaires, des entreprises, avec les représentants de l'économie et aussi avec les représentants des créanciers, par exemple, pour éviter le problème d'un discours toujours seulement académique, qu'on a une solution qui manque la coordination avec la pratique de nos parlementaires. Ça, c'est l'idée et j'espère qu'il y a beaucoup d'aide des collègues pour l'intégration des idées. Merci. Merci, professeur. Effectivement, ce qui ressort de vos interventions, c'est un besoin. On a encore beaucoup de questions qui se posent sur comment rapprocher le citoyen des ambitions européennes, surtout lorsque quand les médias parlent de la construction européenne, ne couvrent que des questions absolument internationales. Comment est-ce que l'Europe doit se positionner dans le monde? C'est-à-dire que, pour revenir à la question franco-allemande, comme si les relations franco-allemandes se limitaient aux relations entre le président Macron et la chancelière Merkel. Alors, c'est formidable, hein, qu'ils soient vus, qu'ils soient médiatisés, que leurs accords et désaccords soient expliqués. Je trouve ça tout à fait louable. Mais on est quand même à des kilomètres de la réalité et de l'esprit, en fait, de l'amitié franco-allemande, c'est-à-dire celle des peuples, celle des gens qui travaillent ensemble, qui commercent ensemble, qui traversent des frontières entre leur maison et leur lieu de travail, hein, tout simplement. Des couples dits mixtes, enfin, ça ne se dit plus vraiment, hein, maintenant, il faut quand même bien admettre que c'est devenu quelque chose de tout à fait normal. Alors, c'est aussi c'est toute la difficulté de ce sujet-là, c'est-à-dire que nous avons à la fois des ambitions locales qu'il faut respecter, qu'il faut prendre en considération, mais elles ne sont pas isolées des ambitions internationales, c'est-à-dire que l'une ne va pas sans l'autre. Il ne faut pas non plus se concentrer exclusivement sur la nécessité d'être une puissance économique. Il y a aussi des ambitions économiques locales, on l'a vu, locales, nationales, transfrontalières. Si on peut arriver à cumuler toutes ces ambitions locales, c'est peut-être ça effectivement qui donnerait l'opportunité d'imaginer une union qui pèse sur l'économie mondiale et surtout qui donne l'impression d'être maîtresse de son destin, parce que la crise pandémique nous a fait prendre conscience de certaines mauvaises décisions prises en matière de stratégie industrielle. Peut-être que si on s'était un petit peu plus concentré justement sur les économies locales, les envies et les besoins des entreprises et des citoyens dans les territoires, on s'en serait peut-être... Je ne suis pas économiste, je ne veux pas trop rentrer sur ce terrain-là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un lien entre nos ambitions locales, elles ne sont pas distinctes de nos ambitions internationales. Alors, à l'heure où la Commission européenne se veut géopolitique, quand on voit Mme von der Leyen ou M. Borrell s'exprimer avec plus en ce moment en tout cas de fermeté par rapport aux autres acteurs économiques et géopolitiques, le problème, c'est qu'on a effectivement un décalage entre le discours et la réalité de notre effectivité européenne. Alors, d'après vous,
peut-être commencer avec Valérie Gomez-Bassac, puisque c'est une question à laquelle vous tenez, vous travaillez sur ce sujet-là, sur un autre contexte que nous, dans le cadre du Centre des études d'Europa-Nova. C'est cette question de la souveraineté européenne. En fait, comment est-ce qu'on peut être souverain économiquement parlant si finalement c'est devenu trop compliqué de commercer avec son voisin qui est à quelques kilomètres juste parce qu'il est de l'autre côté d'une frontière, quoi. Enfin, je pose un peu une question idiote, mais c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons en fait. Alors, je crois qu'il est vraiment essentiel d'assumer tous ces termes, ce terme de souveraineté européenne. Déjà, il faut rassurer, parce que même si certains populistes essaient de faire peur en disant que nous perdrons notre souveraineté nationale, ce ne sera évidemment pas le cas. C'est-à-dire maintenir nos souverainetés nationales, parce qu'on y est tous attachés, mais permettre une souveraineté européenne. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie d'avoir une stratégie commune, d'avoir une ambition économique commune, d'avoir toutes ces thématiques-là avec de véritables stratégies, qui nous permettent de renforcer la position de l'Union européenne. Pourquoi? Bien parce qu'on se rend bien compte qu'ensemble, nous arrivons à aller beaucoup plus loin, que nous sommes plus puissants, que nous l'avons vu pendant la crise du Covid, nous avons vu le rôle de la Commission, le poids qu'elle a joué. Alors, c'est dommage parce qu'on ne communique pas assez dessus, mais c'est vrai qu'elle a été là en tant que soutien, que ce soit au niveau de la crise sanitaire, mais surtout au niveau de la crise économique. Et puis, une Europe souveraine parce que nous sommes face à deux États qui nous mènent à la vie dure, surtout au niveau économique, ce sont les États-Unis et la Chine, et que si nous voulons pouvoir faire face, eh bien, il faut protéger notre marché économique européen, créer cette véritable dynamique au niveau de l'Union européenne, permettre cette souveraineté européenne qui ne nous enlèvera rien au niveau national. Et donc, tout ça doit se co-construire et c'est ça qui est vraiment important. Et en ce sens, d'ailleurs, je viens de finir de rédiger une tribune sur le fait que, d'ailleurs, le titre, c'est « Le Brexit ouvre l'avènement d'une Europe souveraine ». Justement, le fait qu'il y ait le départ du Royaume-Uni, même si nous sommes tous tristes parce que nous avions l'habitude d'être avec le Royaume-Uni, aujourd'hui, c'est un fait, il faut acter ce départ. Cela renforce aussi le sentiment d'appartenance du coup des autres États. Et je crois qu'il faut vraiment l'utiliser pour montrer que c'est le moment, c'est maintenant, c'est ensemble, et c'est maintenant qu'il faut avancer. Donc oui, il y a cette dynamique franco-allemande. Moi, j'en suis ravie, fière, parce qu'il y a une belle énergie, parce qu'il y a une volonté d'avancer ensemble, mais surtout de fédérer. C'est-à-dire que tout l'intérêt de nos actions, et c'est ce que disait M. Hirt, et je reprends ses propos, c'est de s'ouvrir à d'autres. Moi, j'ai le sentiment aussi que l'Italie est prête à avancer avec nous, et il y a d'autres États qui sont dans cette même dynamique. Et donc, c'est ensemble, encore une fois, que nous devons créer cette souveraineté pour nous suffire à nous-mêmes. Très bien, merci. C'est vrai que cette question de ce positionnement international, sa souveraineté, comme si ça empêchait forcément d'être patriote, mais finalement, c'est un raisonnement de capital, puisque Christophe, je me permets de vous lancer là-dessus. On peut être tout à fait attaché à son territoire, et son territoire n'est pas forcément délimité par une frontière stricte. Je pense que dans le Land de la Sarre, c'est tout particulièrement le cas. Oui, exactement. C'est tout à fait le cas chez nous. C'est aussi la raison pour laquelle on est la région avec le plus grand nombre en Europe des personnes qui traversent chaque jour les différentes frontières, surtout parfois même en le remarquant plus. Ça, c'est intéressant. Quand est-ce qu'on a remarqué, encore une fois, des frontières? C'était à cause de la crise et à cause du blocage. C'était des situations sur place sans se rendre compte qu'il y a des frontières. Laissez-moi revenir un peu sur cette question extrêmement intéressante, mais à mon avis aussi extrêmement difficile à répondre là-dessus. Qu'est-ce que peut être la souveraineté européenne? En fait, cette discussion, il me semble, elle existe depuis, disons, 2 ans, mais elle est renforcée aussi sur l'arrière-plan de la crise Covid, du shortage des médicaments,
de la discussion sur l'augmentation de force de l'industrie américaine sur la Chine. À mon avis, il faut faire attention. Souveraineté, c'est pour moi, en ce moment-là, la prise de conscience des interdépendances qui sont d'un côté de la médaille de la globalisation. Il y a aussi cette augmentation de richesse incroyable dont a largement profité l'industrie et l'économie européenne, surtout l'industrie et l'économie allemande orientée largement vers l'exportation. Mais de l'autre côté, cela coûte un certain prix. Et on le remarque surtout, c'est pour ça qu'il y a aussi des crises, on le remarque en temps de crise, c'est-à-dire cette grande discussion de la souveraineté, à mon avis, doit être menée aussi à la question que peuvent être des supply chains résilientes et surtout cette question de souveraineté, diversification. Est-ce qu'on peut continuer à travailler en pensant que ça suffit de s'orienter toujours au marché global vers le produit le moins cher? Ou est-ce qu'il y a repensé cette sorte d'échange et des facteurs de production? Oui, et doit-on aller jusqu'à des sanctions peut-être? Enfin, parce qu'une autorégulation, c'est peut-être un petit peu idéaliste. Mais professeur Hirt, est-ce que c'est peut-être le genre, alors peut-être pas tout de suite, mais peut-être le genre de question que l'on peut se poser à l'Assemblée franco-allemande, c'est-à-dire qu'il y a de mauvaises décisions qui ont été prises. Peut-être que s'il y avait eu certaines sanctions en matière de choix économiques, c'est-à-dire d'aller systématiquement vers le moins cher, au détriment de notre souveraineté, au détriment du fait que nous puissions être capables d'être maîtres de notre destin. Je pense que c'est une expression qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. Nous sommes maîtres de notre destin économique en Europe. En tout cas, il faut qu'on le soit, il faut que ce soit visible, parce que sinon, on en arrive à des conclusions largement partagées par les thèses eurosceptiques qui disent que s'il y a eu autant de délocalisation, c'est à cause de l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut que certains de nos représentants peut-être commencent à discuter, peut-être pas tout de suite de la sanction, quoique, bon, je me fais un peu l'avocate de la population sceptique, là, pour le coup. Oui, les mauvaises décisions, il y avait surtout certainement des décisions mauvaises dans le temps de la crise Corona. J'étais à Schengen il y a 2 semaines, surtout sur la frontière entre la Sarre et le Luxembourg et la France. J'ai visité des collègues qui ont vraiment dit que l'Europe n'a pas fonctionné parfaitement pendant le temps du Corona. Et on a discuté surtout dans l'Assemblée parlementaire franco-allemande ces conflits et les résultats et les conséquences de ces mauvaises décisions parce qu'ils n'étaient pas parfaitement organisés comme ils devraient être organisés. On avait dans la relation entre la Rhénanie-Westphalie et la Belgique et la Hollande je dirais, meilleure coopération que celle entre l'Alsace et le Baden-Württemberg, comme nous avons vu. Il y a des raisons pour ça, mais ça a produit aussi des problèmes. Mais je voudrais bien venir un peu encore à la notion de souveraineté que vous avez mentionnée. Parce que pour moi, qui pratique le droit des affaires pour des années déjà maintenant, ça c'est une goal, ça c'est un but, c'est une idée que ne fonctionne pas. Parce que la souveraineté est liée au territoire et les relations des citoyens, comme on voit surtout
dans la langue de la Sarre, par exemple, les relations des citoyens ne sont pas barrées par les frontières. Ils ne sont pas barrés par les frontières parce que l'échange des produits et des services est une activité transfrontalière était toujours pour des centenaires une activité transfrontalière et ça a pour conséquence que le droit des affaires est nécessairement un droit international. Et l'économie, l'Union européenne, pour cette raison, a commencé avec le droit des affaires et il est très logique que nous continuons maintenant avec le droit des affaires comme facteur, comme lien qui unit les citoyens et les entreprises en Europe. Le temps de l'Internet montre encore de plus que les relations ne sont pas restreintes au territoire dans une mesure qui n'est pas prévue pour longtemps. Si nous sommes en train de coordonner le droit des achats maintenant, ça nous montre qu'il y a une nécessité de coordination plus forte que pour longtemps. Et avancer avec ça. Merci. Avançons avec ça. Parfait, merci. Merci beaucoup. Alors, évidemment, une notion très floue, hein, la notion de souveraineté. Chacun va avoir tendance à l'interpréter au regard de son profil et au regard de son quotidien. Ça, on s'en rend bien compte, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que cette notion ne doit pas... comme la question de l'attachement patriotique, hein, d'ailleurs, ne doit pas rester, je me permets de l'affirmer aujourd'hui, ne doit pas rester le monopole de certaines mouvances politiques. On peut aussi apprécier et voir l'avantage de la construction européenne et avoir une certaine vision de son patriotisme, en tout cas, qui est ouvert, et donc une certaine interprétation de la souveraineté. Donc, usons et abusons de ces termes, donnons-leur du sens et partageons nos réflexions et bien évidemment prendre aussi en considération le point de vue de nos citoyens, ce qui me permet de faire la transition avec les questions du public. Alors, d'accord. Peut-être déjà, avant de partir sur les autres questions, professeur Hirte, on me demande si vous pouvez reprendre un petit peu les mesures qui ont été discutées, en tout cas pour l'instant, à l'Assemblée franco-allemande. Je ne pense pas que c'était un problème de connexion, parce qu'on vous entendait bien, mais c'est peut-être juste revenir sur quelques mesures plus concrètes, peut-être. Oui, deux réponses. Les mesures qu'on a discutées, c'était la réponse au contrôle frontalier entre la France et l'Allemagne et surtout entre Baden-Württemberg et l'Alsace et la Sarre. Et si la coopération de la police était d'un mode qui était prévu par la coopération franco-allemande et qui ne fonctionnait pas dans l'état désirable. Et là, le second point était le financement, les conséquences financières à la crise. On avait une discussion avec les deux ministères de Finances sur ça. Et ça c'était la préparation pour le Recovery Fund que nous discutions demain dans le Parlement allemand. Et l'autre discussion était avec les deux ministères de l'Intérieur des deux pays qui ont promis d'ouvrir les frontières plus rapidement que originellement prévu. Voilà, merci.
c'est finalement une vision extrêmement pragmatique de ce que l'on entend par union. En fait, je pense que c'est essentiellement de ce point-là qu'il faut partir. Donc, tout l'intérêt de s'intéresser aux régions transfrontalières, c'est-à-dire qu'il y a un quotidien de la coordination qu'il faut promouvoir, qu'il faut expliquer et surtout bien insister sur le fait que personne ne va y perdre. Je veux dire, si on y perd, c'est bien, et je reviens sur l'objectif de notre webinaire de départ, si on y perd, c'est parce qu'on a perdu, c'est pas tant qu'on n'est pas d'accord sur la notion de souveraineté, là pour le coup, c'est qu'on a perdu de vue la notion de résilience. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de la recherche à tout prix du coût le plus bas. De la production, de la productivité même, je dirais, qui est en complète contradiction avec nos ambitions écologiques, parce que c'est ça aussi le souci. On a des discours tout à fait clairs sur nos ambitions écologiques, et en même temps, on a trop d'acteurs économiques qui sont concentrés sur réduire le coût, permettre la productivité la plus efficace possible pour diverses raisons. Je ne juge pas. Mais est-ce que là, je reprends un petit peu les questions, je les synthétise du public. D'après vous tous, comment pensez-vous que le Code européen des affaires peut nous permettre d'atteindre, ou au moins de rendre compréhensible cette résilience, sans aller jusqu'aux sanctions dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, rendre visible et compréhensible cette résilience, et je vais encore élargir un petit peu d'un point de vue économique, d'un point de vue fiscal, parce que ne pas jouer le jeu, rentrer dans une concurrence qui est de plus en plus perçue comme malsaine, la concurrence fiscale au sein de l'Union européenne, ça il faut quand même bien l'admettre, mais aussi les ambitions écologiques. Comment est-ce que le Code européen des affaires peut permettre de rendre ceci plus compréhensible, plus visible et éventuellement plus efficient? Peut-être Valérie Gomez-Bassac, peut-être un mix entre votre enquête pour le rapport, parce que ce sont des questions qui ont été soulevées dans votre enquête. Oui, mais vous avez abordé beaucoup de thématiques. Il faut voir l'intérêt que cela aurait pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que le fait de pouvoir multiplier les échanges à l'intérieur de nos frontières européennes, cela augmenterait déjà le PIB par habitant, parce qu'il y a eu des études qui ont été faites, notamment par France Stratégie, qui montrent le bienfait pour chaque citoyen, donc ce serait quelque chose de positif. Ça aurait forcément des répercussions au niveau écologique, parce que lorsque vous ne faites pas venir un produit de Chine ou des États-Unis, forcément, il y a des retombées écologiques, et qui pourraient peut-être être davantage anticipées au niveau européen, justement, si nous avons cette vision européenne. Et en ce qui concerne les impôts et les charges sociales, je ne peux que partager cette idée, c'est-à-dire qu'il y a des disparités à l'intérieur même de l'Union européenne qui existent, qui sont là et qui sont très attractifs selon où on va pour les chefs d'entreprise. À nous d'essayer de trouver un juste équilibre entre tout ça. Donc, c'est pour cette raison que je pense qu'il ne faut pas commencer par la fiscalité et le côté social, même si c'est quasiment le plus important pour les chefs d'entreprise. Je ne suis pas déconnectée de la réalité, je m'en rends bien compte. Mais il faut déjà donner des exemples positifs de choses qui fonctionnent bien, et après, ensuite, aller sur ce terrain-là. Ensuite, si on va sur l'idée de mon package, c'est-à-dire de la forme juridique avec des contrats associés, rien ne nous empêcherait, ce type de société, de trouver un taux d'imposition qui pourrait s'appliquer dans toute l'Union européenne et qui, justement, reflèterait un peu cet équilibre-là. Et ça serait un moyen d'appuyer la création de cette nouvelle forme juridique et puis essayer de lui donner davantage de poids. Mais il faut vraiment se rendre compte que tous les États de l'Union européenne ont un intérêt direct à promouvoir ce type de disposition. Alors, je sais que sur
ma page Facebook, les critiques doivent commencer en disant mais non, l'Union européenne, c'est pas possible. Mais si l'Union européenne, c'est possible. L'Union européenne a marqué notre histoire aussi dans de belles histoires, c'est-à-dire qu'elle nous permet d'avoir X années de paix, mais également X années à pouvoir construire ensemble et maintenant à appréhender des crises ensemble. Ce qui s'est passé au niveau sanitaire, ça peut, je ne l'espère pas, mais ça peut se reproduire demain. Des crises économiques, on en a eu, on en aura. Et si on est ensemble face à cela, eh bien, je pense que nous aurons des lendemains plus heureux et plus faciles. Donc, il faut surtout montrer cette image positive de l'Union européenne. Et c'est bien regrettable que les médias n'en parlent pas plus, parce que ça permettrait justement de montrer ce qu'elle a de bien. Christophe? Oui, merci. En fait, j'aimerais un peu encore ajouter sur cette dimension de la coopération franco-allemande qui nous est extrêmement chère. Si je ne me trompe pas, si je regarde des grandes discussions qu'on mène en Europe, qu'on mène dans les régions et dans les parlements nationaux, si on cherche véritablement des projets qui sont à la fois à un niveau de concrétisation, qui sont à un niveau d'expertise, où se sont engagés des membres des parlements, on a deux parmi nous ce soir, où sont intéressés des gouvernements, déjà montrés par avoir demandé ce rapport excellent à Madame la députée, l'engagement que prouve Monsieur le député, on se trouve, à mon avis, à un niveau de possibilité, à une fenêtre d'opportunité qui est beaucoup plus grand que quelques autres projets qui sillonnent toujours un peu dans la discussion européenne. Je parle par exemple du budget de la zone euro. On en entend beaucoup, puis on laisse tomber pendant des mois, puis ça revient, mais franchement, à vrai dire, je ne vois pas beaucoup de possibilités de le réaliser finalement. Toutes ces questions qui concernent les finances des États membres, toutes ces discussions sur la possibilité de mettre, comment dirais-je, l'argent sur la route, de le faire véritablement transférer, c'est très complexe, c'est très politique et ça dure. Mais ce qu'on propose, cette espèce de codification qui reste néanmoins humble, personne ne demande de le faire dans 3 semaines sans s'intégrer le public et les institutions européennes. Mais ça peut être, dans cette discussion, à mon avis, un projet beaucoup plus concret qui nous relance vers une Europe souveraine que d'autres discussions sur l'économie de la défense, des grands projets de la défense que je vois pas quand je regarde les positions différentes sur ces industries provenant de l'Allemagne et de la France. Merci, professeur Hirt, tu as quelque chose à ajouter ces questions de résilience? C'était parfait comme conclusion. Il faut travailler sur le projet et j'ai besoin et nous avons besoin de votre assistance. Très bien. Alors, ça me permet d'enchaîner avec une autre question qui est assez souvent posée, c'est-à-dire que comment est-ce que la société civile, au-delà des connaisseurs du droit, je ne dis pas que les juristes, je veux vraiment parler des connaisseurs du droit, ça peut être aussi les praticiens du droit, hein, et des avocats. Je salue nos amis avocats de l'Association pour l'unification du droit en Europe. Hein. Nous avons des praticiens qui sont impliqués dans cette question-là. Donc, comment fait-on pour que
les gens qui perçoivent l'intérêt de cette résilience, de ce code européen des affaires, comment les impliquer, comment les faire participer à cette réflexion, promotion, meilleure compréhension. Est-ce qu'on peut les impliquer déjà dans cette réflexion et dans cette promotion, et comment est-ce qu'on pourrait le faire, d'après vous? Oui, la résilience est un problème qui est déjà connu et un projet est une idée qui se trouve dans le droit des affaires, par exemple, parce que l'idée est quelle est la perspective pour la protection de fonds financiers d'une société? Et c'est seulement à court terme ou à long terme. Et il y a des différentes approches et quels sont les intérêts à qui est fait une entreprise. Est-ce qu'elle est seulement pour les actionnaires, pour l'actionnariat, et aussi dans l'intérêt des laborateurs ou peut-être aussi des créanciers. Ça, c'est l'idée d'une entreprise qui est très connue. Une discussion sur l'entreprise qui est très connue déjà, mais le balancement de ces différents intérêts est différent et était différent pendant les années dernières. Merci. Valérie Gomez-Bassac, peut-être des suggestions à faire pour impliquer nos concitoyens qui se sentent concernés par la question et qui pourtant ont le terrible sentiment de ne pas être compétents pour le faire. Et en même temps, ils voient l'utilité et le pragmatisme de ce genre de promotion. Alors, je pense déjà qu'il est essentiel, nous, en tant qu'élus, de consulter régulièrement nos citoyens. Moi, je le fais à travers des tables rondes. Il faut absolument leur arriver à identifier leurs besoins. Donc, déjà, c'est une forme de participation. Il ne faut pas hésiter aussi à faire des retours parce que bien souvent, on n'en prend pas le temps parce qu'on est débordé, mais il faut arriver à leur faire des retours sur ce qui aboutit ou pas. Il faut arriver aussi à créer cette proximité entre le citoyen et l'Union européenne, c'est-à-dire essayer de demander à des députés européens de venir avec nous sur le terrain pour expliquer ce qu'est l'Europe et ce qu'on peut faire au niveau économique, de façon à ce qu'il y ait vraiment une synergie qui se produise. Et puis après, comme vous l'avez dit, tous les think tanks que vous représentez, vous associez des personnes de tous les secteurs d'activité. Donc, je dirais que ça commence par vous. Il faut que vous continuez à élargir les intervenants que vous avez, enfin, le cercle d'intervenants que vous avez. Vous avez beaucoup d'avocats, en effet, mais vous avez aussi des enseignants. Eh bien, il faut aller plus loin. Il faut arriver à fédérer des chefs d'entreprise et pas que des multinationales, mais au contraire, tous ceux qui représentent notre richesse économique, c'est-à-dire tous ceux qui représentent ces PME qui ont envie, alors qu'ils manquent de temps. Souvent, les chefs d'entreprise, on ne peut pas leur demander de venir travailler pendant des journées, mais en tout cas, ils peuvent. Il y a d'autres moyens maintenant, comme on fait là ce soir en visio ou par mail, ou de faire remonter les problématiques qu'ils ont lorsqu'à un moment donné, ils ont essayé de s'installer dans un État de l'Union. Et ça, à mon avis, c'est essentiel. Mais faire participer aujourd'hui plus qu'hier, c'est un impératif, on le voit à travers tout ce qui s'est passé. Il faut juste trouver la méthode et arriver à faire entendre le retour. Mais c'est vraiment essentiel d'après moi. Oui, l'élément, je rebondis un petit peu pour en profiter pour répondre à une autre question. Finalement, c'est votre argument majeur de mobilisation des citoyens, c'est vraiment de leur expliquer que les PME ont tout à gagner dans ce marché unique. Elles en ont été trop longtemps exclues.
Tout à fait, mais parce que le marché était fait de la sorte et aujourd'hui, il y a autre chose, il y a d'autres attentes. Encore une fois, l'Union européenne, c'est faite par étapes et aujourd'hui, il faut la rendre plus abordable. Je veux dire, il faut qu'on arrive à s'en emparer tous à notre niveau. Mais oui, il faut consulter. Mais vous savez, ce rapport est le fruit de consultations de la même façon que l'avait été mon précédent rapport. Ce rapport, j'ai auditionné toutes les personnes et j'ai auditionné également des chefs d'entreprise. Donc, c'est essentiel. Tout à fait. C'est-à-dire que si pendant 50 ans, 60 ans, la stratégie était surtout de faire émerger des champions européens, ce qui a eu ses avantages, hein. Nos champions européens, nos sociétés européennes, ce statut a pu permettre à de nombreuses petites entreprises en tant que prestataires, en tant que fournisseurs, de se développer aussi. Il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, mais effectivement, le temps est peut-être venu de se concentrer un petit peu plus sur peut-être ceux qu'on a considérés que comme des prestataires ou des fournisseurs de nos champions européens et venir se concentrer un petit peu sur finalement ce qui constitue le fondement de notre marché unique, c'est-à-dire que s'il n'y a plus tous ces petits fournisseurs, finalement, et c'est bien ce dont on s'est rendu compte avec la crise pandémique, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des fournisseurs ailleurs, et ces fournisseurs ailleurs peuvent être motivés par d'autres choses et d'autres valeurs que les nôtres, en effet. Qu'est-ce que... oui, alors, hop, je refais une synthèse de plusieurs questions. Plusieurs personnes dans le public perçoivent l'ambition franco-allemande du projet de Code européen des affaires. On voit bien que c'est quelque chose qui est réel et facilement compréhensible parce que finalement, l'essentiel des relations commerciales dans l'UE se font entre la France et l'Allemagne. Donc, ça paraît assez logique. Il y a cette question, alors on en a déjà parlé, peut-être que le professeur Hirt peut nous dire des choses sur le droit des faillites. C'est-à-dire qu'on sait qu'en droit des faillites, alors c'est un terme un peu galvaudé, droit des faillites, je vais expliquer un petit peu pour ceux qui ne voient pas exactement de quoi il s'agit. On parle essentiellement de la possibilité de recouvrer des dettes. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va récupérer, c'est pas forcément une entreprise qui fait faillite, quoi. C'est aussi surtout la question de savoir, oui, on veut bien commercer avec son voisin de l'autre côté de la frontière, mais on n'est pas exactement sûr de quand est-ce qu'on va être payé ou comment on va être payé ou comment on fait s'il a des difficultés pour payer. C'est ce qui est quelque chose qui décourage énormément de gens. Donc, on sait, donc il y a des gens dans le public, ici professeur Hirt, qui savent bien qu'il y a des modifications qu'on attend en Allemagne. C'est un sujet qu'on va retrouver dans le Code européen des affaires, la question du recouvrement des dettes. Et ensuite, comment est-ce que ce projet franco-allemand, qui s'explique par la réalité de nos relations commerciales, en fait, va pouvoir s'étendre aux autres États de l'Union européenne. Alors là, je reprends un peu brut les questions. Est-ce que c'est un règlement? Est-ce que c'est une directive? Est-ce que... Voilà, donc je clarifie aussi un dernier point avant de vous laisser la parole pour le public. Quand nous avons l'association Henri Capitan qui travaille sur les éléments de droit qui sont en commun, ou proches d'être communs, et qui vont ensuite formuler des propositions pour une nouvelle législation, ils s'intéressent vraiment au fond du code, pas à l'aspect institutionnel de la chose, c'est-à-dire comment est-ce qu'il va entrer en vigueur. Même si elles sont très proches, mais là, pour le coup, ce sont deux disciplines distinctes, le droit privé et du droit public. Alors, si côté droit privé, ça avance, côté droit public, c'est aussi important d'avancer avec nos élus sur ce côté-là. Voilà, donc comment est-ce qu'on passe du franco-allemand? Qu'est-ce qui manque côté allemand? Peut-être du côté des faillites. Et comment est-ce qu'on en fait quelque chose de plus vaste? Et
quel cheminement institutionnel on pourrait imaginer? Comment promouvoir ces cheminements institutionnels? Je pense que le point de vue local serait intéressant, Christophe, à ce sujet. Professeur Hirte, peut-être vous voulez commencer avec cette question de l'harmonisation du droit. Oui, merci beaucoup. Ce sont beaucoup de questions. Je commencerai avec le droit de la faillite. Il faut récapituler que dans la coordination européenne par la Union européenne, on n'avait pas jusqu'à maintenant une harmonisation du droit de la procédure civile. Et pour nous, en Allemagne, le droit de la faillite est parti historiquement du droit de la procédure civile. Et pour beaucoup des collègues dans cette matière et pour les juristes, ça veut dire qu'il n'y a pas la possibilité d'une coordination, d'une harmonisation européenne. Pour la France, comme je le vois, le droit de la faillite est une partie du droit des affaires, surtout la faillite d'une entreprise. Et ça veut dire qu'il est plus proche aux besoins du peuple dans le droit des affaires qu'en Allemagne. Et une des idées est de rapprocher les idées de la France, entre la France et l'Allemagne dans ce point. On a déjà commencé avec ça parce qu'on a une directive européenne sur la restructuration des entreprises qui entrera en vigueur dans les prochains mois, j'espère. Et ça, c'est une bonne occasion pour aller plus en détail aussi dans cette manière. Les autres pays, formellement, ne sont pas partie et participante à notre assemblée franco-allemande, évidemment. Mais comme vous avez mentionné, la société Henry Capiton est dans une coopération intensive avec des juristes dans toute l'Europe. Et moi aussi, j'ai des contacts à toute l'Europe pour écouter, pour intégrer les besoins. Et j'ai, par exemple, parlé aux ambassadeurs de tous les États de l'Union européenne ici à Berlin pour leur signaler le désir et la possibilité, l'ouverture d'écouter aux besoins de tous. Ça veut dire, je comprends et je décris notre projet comme un projet initial qui offre la possibilité à tous les autres d'y participer, de le copier après. Oui. Le dernier point, le droit public. Oui, le droit public n'est pas formellement partie de notre projet, mais il y a une relation intense entre le droit public et le droit privé. On ne peut pas, dans le projet, par exemple, de la faillite, le droit public joue un rôle important avec les juges et avec la restructuration en coopération avec les administrations. Et le même est true pour le projet de registrement des entreprises. Certainement, si on voit qu'il y a des problèmes pour l'harmonisation qui devraient être résolus, on va les adresser. Merci. Christophe, peut-être une illustration plus concrète de cette communauté de droit qu'on essaye de rendre visible. Parce qu'en fait, elle existe. C'est juste qu'on n'arrive pas à la rendre visible. Et il y a probablement des pistes côté local. Je ne peux qu'être parfaitement en concordance avec ce que dit Monsieur le professeur. En fait, c'est évident que les autres pays de l'Union européenne ne font pas partie du groupe parlementaire franco-allemand. C'est évident. Il y a aussi cette question que nous, par exemple, n'avons pas des frontières avec tous les autres pays. Mais à mon avis, c'est extrêmement important d'oublier pas cette dimension. Et je suis très reconnaissant à M. Hirte sur ce qu'il a dit,
qu'il a déjà impliqué les ambassadeurs. Je trouve ça, pour tous les projets d'ailleurs, en Europe, extrêmement important ou plutôt, comment dirais-je, qu'avancer ensemble avec la France, ou avancer ensemble avec l'Allemagne ne veut pas dire forcément jouer seulement sur le rôle Macron ou Merkel et Macron, mais que ce sont des projets ouverts, que deux pays assurément très importants en Europe, proposent d'avancer, font une proposition. Si on ne le fait pas, en fait, tous les autres pays disent « Ah ben non, la France et l'Allemagne ne savent plus interagir ». Mais à partir du moment de la proposition, ça devrait être, à mon avis, au moins nécessairement ouvert. Nous, comme région, on le remarque, on travaille ensemble aussi avec cette communauté germanophone en Belgique, à quelques kilomètres de la frontière. Il y a le Luxembourg. Le Luxembourg, c'est pas une région. Ils ont cette conscience d'un État membre important. C'est le Premier ministre du Luxembourg qui mène toutes les négociations avec les chefs d'État. De l'autre côté, on a la France. C'est la même question pour le Baden-Württemberg, avec des amis de la Suisse qui ne font même pas partie de l'Union européenne, mais qui sont un pays européen. Alors, jouer sur cette gamme de l'ouverture, mais l'un n'exclut pas l'autre. Je le sais, on a parfois l'occasion de se rencontrer aussi sous présence physique. Je sais très bien que Madame la députée joue exactement sur cette gamme, qu'elle aussi a transféré ce projet, par exemple en Italie, en parlant avec des experts là-bas, si je me rappelle bien. Moi aussi, j'ai le grand désir de le faire aux régions avec lesquelles on a des autres partenariats. Ça peut être des communes en Italie, ça peut être aussi n'oublions pas, l'Europe de l'Est. Pour moi, c'est véritablement important. Dernière remarque, concrétisation. En fait, des projets juridiques, et il s'agit d'un sujet juridique. Il me semble qu'on ne peut pas comment dirais-je, trivialiser à un niveau que tous les manifestants de la rue s'y intéressent et demandent à nous d'organiser une nouvelle conférence sur le droit des faillites. Mais ce n'est pas nécessaire. Ce qu'on fait, ce qui est très, très important, et c'est aussi ce que j'offre à tout le monde qui s'y intéresse, de profiter des régions, de profiter de nous aussi, de cette compétence des contacts dans la réalité économique. C'est facile pour nous parce que nous, on les connaît, on connaît les entreprises qui ont des difficultés, qui ont des questions, et ça, c'est pas toujours important, pas toujours si on pense au niveau académique qu'il existe des problèmes. Moi, je l'ai remarqué, parfois, aucun problème n'existe parce qu'on a, dans l'économie, on a trouvé d'autres solutions. Et vice-versa, dans l'art peut être aussi le cas, qu'il y a des problèmes, mais qu'on ne les remarque pas. Tout à fait. Valérie Gomez-Bassac, les derniers mots donc pour faire éclore ce projet qui peut avoir l'air limité aux juristes, limité aux franco-allemands. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le rendre un petit peu plus inclusif, en tout cas? Ah, on vous a perdu. Si, c'est bon. Je suis désolée, ça a coupé, je n'ai pas entendu la question. Je vous prie de m'excuser. Les derniers éléments pour faire éclore ce projet de Code européen des affaires, pour ne pas le limiter aux franco-allemands ou au monde des juristes? Les derniers éléments que je vais donner, c'est juste là, il faut que nous ayons tous conscience du fait qu'il y a une attente populaire d'une Europe souveraine très, très, très forte et que l'on doit pouvoir faire face aux grandes puissances et puis savoir protéger nos populations, que ce soit encore une fois en termes économiques ou autres.
Et donc, pour faire éclore ce projet, il faut que ce soit une affaire collective. Donc, je compte beaucoup, évidemment, sur la coopération franco-allemande. Mais encore une fois, je continuerai à aller dans les autres États membres parce qu'il est nécessaire que nous portions à plusieurs de façon à pouvoir, encore une fois, l'appliquer sur toute l'Union européenne. Et je pense que ce sera un des éléments qui permettra de garantir la souveraineté européenne. Et c'est ce qui permettra aussi d'assurer notre liberté et notre emprise sur le monde. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Alors, il est 20h28. Je pense qu'en moins de 2 minutes, je vais pouvoir à la fois répondre à une question qui était un petit peu à part d'un spectateur qui nous explique que tant que ce sera la monnaie dollar qui sera utilisée dans tous les contextes, on n'arrivera pas à émerger. Et bien, je vais répondre très rapidement à cette question. Pourquoi est-ce que c'est le dollar ? Peut-être parce que les États-Unis sont un grand marché, un grand territoire, un grand marché, mais c'est surtout un grand marché facile à comprendre parce qu'il a un droit des affaires unifié et il a son propre code du droit des affaires d'ailleurs. Donc peut-être que notre argument géopolitique, finalement, il n'est pas aussi léger qu'on pourrait le croire du point de vue de l'importance que l'on pourrait donner à la monnaie euro, en tout cas sur les marchés financiers et économiques. Je me permets de penser en tout cas. Merci beaucoup Valérie Gomez-Bassac, merci beaucoup professeur Heribert Hirt, merci beaucoup Christophe Roch, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Prochain séminaire, je ne sais pas encore, mais en tout cas, restez connectés puisque nous avons tout un programme de webinaires de prévu au moins jusqu'à janvier. Donc, vous serez abreuvés de toutes ces connaissances, toutes ces réflexions que nous avons cœur et joie à partager avec vous tous. Encore un dernier merci à la Fondation Friedrich Naumann, notre partenaire de premier plan, pour cette série d'actions en faveur du Code européen des affaires, en tout cas dans sa promotion et de son implication de la société civile. Merci à tous, excellente soirée et à bientôt.